Chapitre 1. Le dernier écho. La tempête qui faisait rage sur les falaises du Sussex semblait refléter une agitation bien plus intime au cœur de l'imposant manoir de Lichfield. C'était une de ces résidences qui semblaient construites pour garder des secrets. Murs épais, vitraux sombres, tapis qui étouffaient les pas, et une salle de musique inutilisée depuis des années. Pourtant, ce soir-là, la pièce vide résonna d'un seul son, l'écho d'une note de piano, brusque, inachevée, comme si la main qui la jouait avait été interrompue par autre chose qu'une erreur. Ce fut le majordome, le vieux Frobisher, qui l'entendit depuis le hall. Entrant dans la pièce d'un pas prudent, il trouva M. Alaric Montrose affalé près du piano à queue, la tête penchée de façon anormale, un verre de cognac tremblant encore sur le tapis persan. Frobisher ne cria pas. C'était un homme qui avait servi pendant la guerre et vu pire, mais même lui sentit un frisson lui parcourir le dos en réalisant l'étrange détail. Toutes les portes étaient verrouillées de l'intérieur et il n'y avait personne dans la pièce, à part le mort. La mort d'Alaric Montrose, ancien directeur du Conservatoire national et mécène culturel renommé, fit grand bruit dans les cercles mondains londoniens. C'était un homme excentrique mais apprécié. Veuf depuis des années, il vivait avec sa sœur cadette Clarissa Montrose, une pianiste mélancolique réputée pour ses frustrations. Sa filleule, la jeune et brillante Isobel Vane, et un jeune protégé du nom de Conrad Hale, compositeur prometteur qu'Alaric avait encadré depuis sa jeunesse. Était également présent ce soir-là le docteur Emmerich Shaw, ami proche de la famille et médecin personnel d'Alaric, et mademoiselle Daphné Rigby, critique musicale redoutée pour ses critiques et connue pour ses propos acerbes. Tous, pour une raison ou une autre, s'étaient réunis au manoir sous prétexte d'un dîner privé qui, selon Alaric, se conclurait par une révélation qui changerait leur vie à jamais. La police locale a rapidement conclu à un possible suicide. Aucun signe de lutte, aucune blessure visible et aucun suspect sur les lieux. Mais Clarissa Montrose, le regard embrumé par les larmes et la suspicion, a envoyé une lettre désespérée à une adresse parisienne. Elle y a écrit une seule ligne. « Monsieur Poirot, mon frère ne se serait pas suicidé. » Et le piano ne ment pas. 2 jours plus tard, sous un ciel gris où résonnaient encore les échos de l'orage, un taxi s'arrêta devant le manoir. Un homme à la silhouette compacte, à la moustache impeccablement taillée et coiffé d'un chapeau de feutre gris, en descendit. Hercule Poirot, muni de sa canne et de sa petite valise, se dirigea vers l'entrée comme quelqu'un entrant sur une scène de théâtre, sachant déjà quel rôle il allait jouer. Il fut accueilli par Clarissa, dont la pâleur contrastait avec la sobriété de sa robe noire. Sa voix tremblait lorsqu'elle le salua. « Monsieur Poirot, merci d'être venu. La police pense à un suicide. Mais je sais. C'était plus que ça. » « Et qu'est-ce qui vous fait penser cela, madame ?» demanda Poirot en inclinant légèrement la tête, ses yeux scrutant déjà le hall, les portraits sur les murs, la légère poussière dans les coins. « Mon frère n'avait pas touché au piano depuis 5 ans, depuis la mort de sa femme. Mais ce soir-là, quelqu'un l'a forcé. Quelqu'un voulait que cette note reste, comme un message. » Poirot plissa les yeux. Et quelle note était-ce? Fa dièse, une seule note. Dièse. Et puis, plus rien. Poirot ne répondit pas immédiatement.
Il fit quelques pas vers le salon, toujours bouclé par la police, et dit doucement « Parfois, madame, le silence qui suit une note est plus éloquent que la note elle-même. » Il se tourna vers elle, son expression plus nette que jamais. « Eh bien, il est temps de faire parler cette maison, car moi, Hercule Poirot, je vous le promets, le dernier écho dans cette pièce vide ne sera pas ignoré. » Chapitre 2. Un cercle de secrets. Malgré sa splendeur, le manoir de Litchfield dégageait une atmosphère réservée, comme si même les murs savaient garder le silence. Poirot, d'un pas mesuré et sans hâte, fut accueilli dans le hall principal par les résidents et les visiteurs encore présents après le tragique événement. Sa présence suscita un mélange de soulagement et de suspicion, comme si certains pensaient que la recherche de la vérité révélerait quelque chose qu'ils avaient longtemps caché. Clarissa Montrose, avec un visage sévère et des yeux qui trahissaient des nuits blanches, fit les présentations d'une voix tremblante. « Monsieur Poirot, permettez-moi de vous présenter Isobel Vane, ma nièce, ou plutôt la filleule d'Alaric. » La jeune femme s'inclina légèrement, les doigts serrés sur ses genoux. Conrad Hale, notre jeune compositeur, Monsieur Alaric le considérait comme son fils. Conrad, l'air nerveux et les joues pâles, serra la main de Poirot sans enthousiasme. Son regard était celui de quelqu'un qui se sentait constamment observé. Docteur Emmerich Shaw, un ami proche de la famille et médecin personnel de mon frère. Et enfin, mademoiselle Daphné Rigby, la femme en question, élégante, d'âge indéterminé, aux lèvres rouges et au regard critique, ne s'est pas levée et n'a pas pris la peine de cacher son malaise. Monsieur Poirot, est-il vraiment nécessaire de continuer à remuer la boue d'une mort déjà expliquée? Poirot la regarda avec un léger sourire. « La boue, madame, n'est gênante que si vous avez quelque chose à cacher en dessous. » Un murmure bas et poli suivit le commentaire. Poirot semblait être venu non pas pour enquêter, mais pour étudier une pièce. Ses yeux bougeaient avec une précision chirurgicale. Un pli dans la jupe d'Isobel, le léger tremblement de la main de Conrad tandis qu'il ajustait ses lunettes, la façon dont le docteur Shaw évitait de regarder Clarissa directement. « On pourrait peut-être avoir une meilleure conversation en privé, » suggéra Poirot. « S'il vous plaît, pourriez-vous m'accorder quelques minutes chacun de votre côté? Nous commencerons par vous, mademoiselle Isobel, si vous le permettez. » La jeune femme se leva, et tandis que Poirot la conduisait vers la bibliothèque, les autres se turent. Un silence pesant, lourd de non-dits. Entretien avec Isobel Vane. Mon oncle était complexe, dit Isobel, assise en face de Poirot, évitant le regard de Poirot. Généreux, certes, mais toujours à la recherche des autres. Il aimait avoir le contrôle, même sur leurs sentiments. Et il avait des ennemis, musicalement ou personnellement. Poirot haussa un sourcil. Y a-t-il une différence? Elle sourit faiblement. Pas avec lui. Tout cela n'était qu'un jeu, une sorte d'éternelle répétition d'une pièce que lui seul connaissait. Mais cela le rendait aussi vulnérable. Diriez-vous que quelqu'un avait des raisons de vouloir sa mort? Un silence. Puis, je ne dirais pas ça, mais quelqu'un s'est peut-être senti coincé. Entretien avec Conrad Hale, le jeune homme devint plus agité. Moi? Suspect? S'il vous plaît, Alaric m'a tout donné. Mon éducation, ma carrière, mon nom. Je ne ferai rien jouer au piano? Conrad se figea. Que
Qu'est-ce que tu veux dire? Une seule note a été jouée avant sa mort. Fa dièse. Cela vous dit-il quelque chose? Fa dièse, répéta-t-il lentement, comme s'il reconnaissait une mélodie cachée derrière la question. C'était sa note, celle qui lui servait de base pour composer chaque fois qu'il commençait quelque chose de nouveau, comme s'il cherchait l'ordre au milieu du chaos. Poirot hocha la tête. Il n'ajouta rien. Entretien avec le docteur Shaw. Il a vu ça comme un suicide, dit le médecin en croisant les jambes. Les circonstances le confirment. Et Alaric a eu des accès de profonde mélancolie. Il m'a même consulté il y a quelques mois. Il a parlé de sa fin de vie. Cela ne vous a-t-il pas semblé étrange qu'il s'enferme dans une pièce où il n'était pas allé depuis des années? Alaric était imprévisible. Et les signes physiques, des indices concrets? Shaw se tendit légèrement. Aucun. Le corps était intact. Le verre de cognac était vide. Mais il n'y avait aucun signe évident d'empoisonnement. La cause la plus probable, un anévrisme cérébral. Une mort rapide, sans douleur. Et vous avez été le premier à toucher Le corps? Non, c'est Frobisher qui l'a trouvé. Je suis arrivé quelques minutes plus tard. Entretien avec Daphné Rigby. Je le détestais, bien sûr. a déclaré la critique musicale sans prendre la peine d'adoucir son ton. C'était un tyran culturel. Il a ruiné des carrières sur un coup de tête. Je ne l'ai jamais dit publiquement, mais je le considérais comme un lâche avec un complexe de Dieu. Et tu as quand même accepté l'invitation. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait se réconcilier, que... Il voulait avouer quelque chose. Quel genre de confession? Je ne sais pas. Il n'a rien dit. Mais il avait l'air sérieux. C'est pour ça que je suis venu. Poirot se pencha vers elle. Et avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Cette nuit-là, elle soutint son regard. J'ai remarqué que tout le monde mentait, y compris vous, monsieur Poirot. Vous faites semblant de chercher une vérité que peut-être personne ne veut connaître. Lorsque Poirot se retira dans sa chambre ce soir-là, il alluma sa lampe de voyage et déplia son carnet. Il dessina un diagramme des relations, incluant les noms et les gestes. Une note, un écho, une mort sans violence et une pièce close. C'est un problème très intéressant. Ses doigts se posèrent sur une ligne. Fa dièse. À côté, il écrivit 2 mots, motif émotionnel. Parce que quelque chose ou quelqu'un avait fait résonner une dernière fois le passé, comme un accord mal résolu. Mal résolu. Chapitre 3, porte close et brandi chaud. Le lendemain matin, un épais brouillard s'abattit sur le manoir de Litchfield, semblant refuser de dissiper son atmosphère de suspicion. Poirot, impeccablement vêtu depuis le petit déjeuner, arpentait les couloirs avec la sérénité de celui qui écoute plus qu'il ne paraît entendre. Le majordome, Frobisher, avec ses manières d'antan, le reconduisit au salon de musique, désormais libéré du sceau de la police. Comme vous le voyez, monsieur, rien n'a été touché depuis la nuit de l'incident, dit-il, d'une voix grave en ouvrant la porte avec sa clé. Poirot hocha la tête. Il avança d'un pas léger, comme s'il craignait de troubler le silence. Son regard parcourut le piano, le verre vide sur le tapis, le tabouret à peine déplacé. Puis il regarda les portes, l'une donnant sur le hall, l'autre sur la galerie intérieure.
Toutes deux, selon le témoignage, étaient verrouillées de l'intérieur lorsque Frobisher avait découvert le corps. « Qui a les clés de cette pièce ?» demanda Poirot sans regarder le majordome. « Juste monsieur Montrose, moi, et mademoiselle Clarissa, en cas d'urgence. Et personne d'autre ? » ?»« Pas à ma connaissance. » Poirot toucha la surface du piano, propre et brillante. Seule une légère empreinte. 2 doigts apparaissaient sur le couvercle. La sienne, peut-être ? Il ouvrit délicatement le couvercle du clavier et examina les touches. Le fa dièse était légèrement enfoncé, comme s'il avait été pressé plus fort que les autres. « Ce piano a-t-il été accordé récemment ?»« Le mois dernier, monsieur. Monsieur Montrose a exigé un entretien régulier. Même si je ne l'ai pas touché, » Poirot sourit presque mélancoliquement. « Ah oui, les vrais musiciens n'abandonnent jamais leurs instruments. Ils le punissent simplement par le silence. » Le détective s'approcha du verre. Il le souleva avec son mouchoir et le renifla délicatement, puis il le reposa. « L'eau de vie était-elle tiède à votre arrivée, monsieur Frobisher ? Je ne pourrais pas le dire avec certitude. J'étais sous le choc, monsieur. Mais le verre ne s'est pas brisé et il n'y a pas eu de déversement. Il est tombé proprement et sans violence. C'est comme ça que ça s'est passé. » Poirot hocha la tête pensivement. Où étaient exactement toutes les personnes présentes au moment de la découverte ? Mademoiselle Isobel était sur la véranda. Elle a dit avoir entendu le message. Le jeune Hale était dans son bureau attenant. Mademoiselle Rigby était sur la terrasse. Et le docteur Shaw, dans sa chambre, préparait des médicaments pour monsieur Montrose. Ils sont tous arrivés après que j'ai donné l'alerte. Et madame Clarissa, dans sa chambre. Mademoiselle Vane est venue la chercher après avoir entendu le cri. Poirot s'arrêta devant la fenêtre, où le verre embué filtrait la lumière en rayons opaques. « Et toi ? Où étais-tu quand tu as entendu le message ? » ?»« Dans le couloir. Je marchais vers la cuisine. C'est pour ça que je l'ai entendu si clairement. » Poirot se retourna et fixa le majordome. Était-il courant que M. Montrose boive seul dans cette pièce ? Non, monsieur, cette pièce lui était presque sacrée. Il n'y était pas entré depuis la mort de sa femme, du moins pas à ma connaissance. Poirot fronça les sourcils. Ses pensées, acérées comme des scalpels, commençaient à dessiner les premières lignes d'une structure logique. « Très bien, monsieur. J'apprécie votre patience. » Frobisher s'inclina et se retira. Poirot resta seul. Il s'accorda quelques minutes supplémentaires, observant la disposition des objets, les tableaux et même l'acoustique de la pièce. Puis il partit résolument. Dans la salle à manger, Clarissa et le docteur Shaw discutaient à voix basse. Poirot entra sans prévenir. « Madame Montrose, » dit-il doucement, « j'aimerais vous montrer quelque chose. » « Puis-je passer quelques minutes de plus dans la salle de musique ? » ?»« Bien sûr, monsieur Poirot. Est-ce un indice ? Peut-être. Ou peut-être juste un autre écho. » Ils retournèrent tous deux au salon. Poirot indiqua à Clarissa de s'asseoir devant le piano. Elle hésita. « Je n'y suis pas allé depuis des années. »« Une seule note, madame. Fa dièse. » Les doigts tremblants, elle appuya sur la touche. Un son clair et aigu emplit la pièce, résonnant sur les murs comme un appel. « Merci. » Maintenant, écoutez attentivement. Poirot se dirigea vers le centre de la pièce, ferma les yeux et resta immobile.
L'écho ne dura que quelques secondes, mais en se dissipant, il ne revint pas. « Et pourtant, murmura Poirot, quelqu'un l'a entendu depuis le couloir. Du moins, c'est ce qu'il dit. » Clarissa le regarda, étonnée. « Vous insinuez que… » Je suggère que le son ne se propage pas de la même manière si une porte est fermée. Et d'après votre témoignage, madame, toute l'était. Le visage de Clarissa pâlit. Mais Frobisher, peut-être que le majordome était sincère. Ou peut-être pas. Ce qui m'intrigue, madame, ce n'est pas tant le son, mais ce qui a suivi. Pourquoi a-t-on voulu nous faire croire que votre frère avait joué cette note? Mais s'il n'était pas venu depuis des années, pourquoi serait-il revenu ce soir-là? Poirot garda le silence. Puis il ajouta: « La réponse, madame, réside dans le silence qui a suivi, car tout ce qui n'a pas été dit y est caché. » Chapitre 4. Le testament inattendu. Le 4e jour après la mort d'Alaric Montrose, le manoir de Lichfield fut le théâtre d'une nouvelle réunion tendue, quoique d'une nature différente. L'atmosphère était à l'attente contenue, les visages semblant plus tendus par ce qui allait être dit que par ce que l'on savait déjà. Le notaire de la famille, Mi Elwyn Hargrave, était arrivé de Brighton avec le testament dans une chemise en cuir marron, et avec lui, un nouveau chapitre du mystère s'ouvrait. Poirot, bien que non officiellement invité, fut invité à assister à la lecture. Il était assis, le dos droit, la moustache parfaitement alignée et les yeux comme des boutons d'obsidienne, enregistrant chaque geste, chaque respiration, retenue. Le testament a été mis à jour pour la dernière fois il y a exactement 4 mois, annonça Hargrave, en polissant tranquillement ses lunettes. Monsieur Montrose a insisté sur une stricte confidentialité jusqu'à sa mort. C'était son style. Les personnes présentes, Clarissa, Isobel, Conrad Hale, le docteur Shaw et mademoiselle Rigby, se regardèrent avec un mélange de nervosité et d'impatience. Daphné, avec un sourire narquois, murmura « Cela promet d'être plus divertissant que beaucoup d'opéras modernes. » Elwyn Hargrave ouvrit le document et commença à lire d'une voix solennelle. « Moi, Alaric Montrose, saint d'esprit et sans contrainte d'aucune sorte, déclare ce qui suit. Les dispositions initiales n'ont surpris personne. Des legs modestes au personnel de maison, des dons aux institutions musicales, et enfin, ce que tout le monde attendait. Je lègue l'intégralité de mes biens, y compris le manoir de Lichfield, mes contes et mes œuvres inédites, à mademoiselle Isobel Vane, sous une condition. Un murmure parcourut la pièce. Isobel, visiblement surprise, pâlit. Que le dit héritage ne pourra être ni transféré, ni vendu, ni modifié pendant les 5 prochaines années. Durant cette période, vous devrez résider dans le manoir et préserver intacte la collection de partitions personnelles conservée dans le bureau de l'aile ouest. Conrad Hale se leva de son siège. « Quoi? Ça n'a aucun sens. Il m'a promis, monsieur Hale, interrompit le notaire sans lever les yeux, si vous souhaitez m'interrompre, je le consignerai dans le procès-verbal. » Poirot, quant à lui, ne regardait pas le notaire. Il observait Isobel. Sa réaction avait été sincère, non pas de la joie, mais un poids qui pesait sur elle. Puis il tourna son regard vers Clarissa, qui gardait son calme, l'air à peine altéré. Hargrave a continué. À Clarissa Montrose, ma sœur,
Je lègue une somme viagère et la garantie qu'elle restera propriétaire du manoir aussi longtemps qu'elle vivra, à condition qu'elle n'interfère pas avec les décisions du bénéficiaire. À Conrad Hale, je regrette de devoir dire que mes espoirs ont été déçus. Ce que j'avais proposé n'a été ni obéi ni respecté. Je te lègue ma montre de poche, symbole du temps perdu. Un silence glacial s'abattit sur la pièce, et au docteur Emmerich Shaw. Rien. Car quiconque connaît la vérité et ne la dit pas est aussi un traître. Le notaire clôtura le testament sans un mot. L'écho des dernières lignes semblait persister dans l'air, comme si l'esprit d'Alaric planait encore, savourant l'impact de ses paroles. 1 heure plus tard, Poirot se promenait dans les jardins lorsqu'il rejoignit Isobel. Elle était enveloppée dans une veste en laine qui semblait trop grande pour elle. « Monsieur Poirot ?» dit-elle, d'une voix à peine murmurée. « Je n'en savais rien. J'ignorais totalement qu'il... » « Mademoiselle, auriez-vous préféré que l'héritage revienne à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ça. C'est juste... Ce n'est pas un cadeau. C'est un avertissement. Mon oncle n'a jamais rien fait sans raison. » Poirot hocha la tête. « Tu es plus observateur qu'on ne le pense. Ton oncle t'appréciait sans doute. Mais il t'a aussi mis à l'épreuve. Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec sa mort? Oh, certainement, mademoiselle. Le contenu du testament, notamment la clause de 5 ans, suggère que M. Montrose craignait pour vos œuvres, ou pour vous-même. Et la montre, pour M. Hale, n'est pas un objet. C'est une accusation sous... Forme de métaphore. Et qu'en est-il du docteur Shaw? Ah, c'est fascinant! Lui dire qu'il connaît la vérité et ne la dit pas implique que Montrose savait que quelque chose allait arriver, ou que quelqu'un avait trahi une confidence. Isobel baissa les yeux. « Et que vas-tu faire maintenant ?» Poirot eut un sourire subtil. « Je vais reparler à chacun d'eux. Mais, cette fois, je ne poserai pas de questions. J'observerai simplement comment ils réagissent au nouvel équilibre de l'échiquier. Un crime, mademoiselle. C'est comme une symphonie, mais la volonté, c'est le changement de ton. Le changement de ton. Ce soir-là, Poirot ne dîna pas avec les autres. Il resta à la bibliothèque avec du thé et son carnet. Il nota ceci: Isobel. Hérite involontairement. Clarissa. Reste, mais sans contrôle. Hale, trahi, plein de ressentiment. Shaw, accusé. De silence. Rigby, spectateur, ou quelque chose de plus. Et sur la dernière ligne, il a écrit « Qui a joué Fa dièse », sachant qu'il n'était pas censé jouer quoi que ce soit. Chapitre 5. Le compositeur de l'ombre. Le lendemain, matin, Poirot était dans son état naturel, calme, entouré d'ordre et en pleine activité mentale. Il était assis dans le bureau de l'aile ouest, celui-là même où, selon le testament, étaient conservées les notes personnelles d'Alaric Montrose. Frobisher, toujours ponctuel et silencieux, lui avait remis la clé, les mains légèrement tremblantes. Monsieur Montrose est venu seul. Il n'a laissé personne toucher à ses manuscrits, dit le majordome, avant de partir prudemment. Poirot referma la porte derrière lui et marqua une pause. L'endroit sentait le vieux papier et le vernis. Des étagères étaient garnies de partitions, reliées de notes volantes et de carnets de notes en cuir.
Une grande fenêtre laissait entrer la lumière naturelle, éclairant un bureau sur lequel s'empilaient des objets parfaitement symétriques. Une plume d'oie, une horloge arrêtée, À 11h42, une partition ouverte et un petit morceau de papier plié en dessous. Poirot l'a délicatement extrait. La musique doit s'arrêter là où elle a commencé. C'est seulement alors qu'elle révèle sa vérité. Une phrase manuscrite de l'écriture anguleuse d'Alaric. Poirot haussa un sourcil et s'assit. Il examina la partition. C'était une étude en Fa dièse mineur, incomplète. Les dernières mesures étaient brusquement coupées, comme si le compositeur avait abandonné la pièce en pleine réflexion. Cependant, ce qui intriguait Poirot n'était pas la mélodie, mais une petite correction au crayon dans un coin. Ne laissez pas Hale le voir. Poirot se pencha légèrement en arrière, croisant les doigts. Le compositeur protégé, l'élève chéri, avait-il été exclu d'une œuvre finale? Un léger coup frappé à la porte l'interrompit. C'était Isobel. « Excusez-moi, monsieur. Frobisher m'a dit que vous étiez là. Puis-je entrer ?»« Bien sûr, mademoiselle. C'est votre héritage, après tout. » Il entra lentement, comme si l'endroit l'intimidait plus qu'il ne l'impressionnait. Il s'approcha du bureau. Mon oncle disait que cette pièce était son confessionnal, qu'il parlait ici à Dieu ou à ses propres démons. Poirot lui montra le morceau de papier. « Vous reconnaissez cette phrase ?» Elle lut et hocha la tête. Oui, il le disait souvent. Pour lui, une composition n'était pas seulement de la musique, c'était la vérité, révélée par l'ordre. Et vous saviez que Conrad n'avait pas le droit de voir cette partition. Isobel se figea. Non, mais ça ne me surprend pas. Ils se disputaient beaucoup ces derniers temps. Conrad insistait pour moderniser les œuvres de mon oncle, les rendre plus commerciales. Mon oncle considérait cela comme une trahison. Poirot se leva lentement. « Où est monsieur Hale maintenant ?»« Dans la serre, avec Daphné. On se disputait. Eh bien, elle argumente. » Il hoche la tête. Poirot sourit brièvement. « Merci, mademoiselle. Cela m'a été très utile. » La serre, chaleureuse et parfumée de lys en fleurs, contrastait avec la tension ambiante. Daphné Rigby se tenait debout, gesticulant, un verre de vin à la main. Conrad Hale, assis, fixait une plante, comme s'il pouvait s'y cacher. Et maintenant, il ne veut même pas lui laisser sa musique. Même pas ça, tu vois, dit Daphné. Alaric a pris sa revanche, même après sa mort. Comme les grands. Égoïste. Conrad leva les yeux alors que Poirot s'approchait. Monsieur Poirot, je ne m'attendais pas à ce que la musique vous survive, n'est-ce pas, monsieur Hale? Daphné haussa un sourcil. Oh, ça devient intéressant. Poirot ignora l'interruption. Il y a une œuvre inachevée dans le bureau. Votre nom est barré dans le coin. Le saviez-vous? Conrad serra les lèvres. Non. Mais je ne suis pas surpris. Alaric, il me craignait. Aviez-vous peur de son talent? J'avais peur de le surpasser, que son héritage soit éclipsé. Je l'idolâtrais, monsieur Poirot, mais je le défiais aussi. Est-ce pour autant un meurtrier? Pas forcément. Mais oui, chez quelqu'un avec des motivations et des émotions contradictoires. Poirot marqua une pause, puis ajouta « La note en fa dièse. » Tu l'as jouée? Conrad se tut. Daphné tourna lentement la tête vers lui. Non,
dit-il finalement. Mais j'aurais aimé. Cette note était sa marque de fabrique. Jouer le fa dièse, c'était comme réveiller un fantôme. Lui, seul en avait la permission. Ou peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait, pour faire croire que son fantôme s'était réveillé. Poirot retourna dans sa chambre. Dans son carnet, il écrivit fermement Conrad. Déplacé, mais plein de ressentiment. La pièce, supprimée. Note, jouée. Symbole, pas coïncidence. La musique, le langage du meurtrier. Et ci-dessous, une seule ligne, un crime silencieux, mais précisément composé. Poirot ferma le carnet, les yeux brillants de détermination. Le tueur n'avait pas besoin d'armes. Juste un mot et une mise en scène parfaite. Chapitre 6. Un secret en mineur. Au crépuscule, le manoir de Litchfield semblait encore plus silencieux, comme si les murs se refermaient sur eux-mêmes pour dissimuler ce qu'ils savaient. Poirot, Après un dîner auquel il avait à peine touché, demanda la permission d'examiner la chambre d'Alaric Montrose. Clarissa accepta avec un mélange de résignation et de regret. La chambre était spacieuse, avec un lit victorien recouvert d'un couvre-lit en velours vert foncé. Tout était à sa place, la coiffeuse bien rangée, les livres sur leurs étagères, une robe de chambre accrochée au porte-manteau. Cependant, Poirot se dirigea directement vers la table de chevet. Il ouvrit le tiroir. Là, parmi des papiers et un mouchoir soigneusement plié, il trouva un carnet de notes musicales et une enveloppe cachetée. Il la prit avec précaution. Sur la couverture du carnet, écrit à l'encre noire, on pouvait lire « Motif en tonalité mineure pour usage personnel. À l'intérieur, cependant, il n'y avait pas de partition. » seulement des phrases, des réflexions, des pensées tronquées, Isobel a peur, des notes aiguës. Clarissa évite l'aile est. Hale veut ce qu'il ne peut pas comprendre. Shaw entend plus qu'il n'admet. Et si le silence Était la seule confession. Poirot referma le carnet. Ce n'était pas un carnet musical. C'était un disque psychologique. L'enveloppe était adressée au notaire, Elwyn Hargrave. Pas d'adresse de retour, pas de timbre. il l'ouvrit avec beaucoup de précaution. À l'intérieur, un morceau de papier plié avec une courte ligne. « S'il m'arrive quelque chose, regarde au fond de l'étui du violoncelle. » Poirot laissa échapper un petit « ah » de satisfaction. Il quitta la pièce à la recherche de l'objet susmentionné. Il le trouva bientôt dans la salle de musique. Un violoncelle, ancien, appuyé contre le mur, à côté du piano. L'étui, doublé de velours marron, semblait intact. En examinant le dos de l'étui, sous le rembourrage, il découvrit un faux fond en bois. Avec un outil emprunté à Frobisher, il réussit à le soulever. Là, soigneusement enroulé, il trouva plusieurs documents, une correspondance privée, une lettre signée par Daphné Rigby critiquant sévèrement un ouvrage inédit d'Alaric, un reçu pour l'achat de barbiturique au nom du docteur Shaw, et, plus intrigant encore, une lettre de la Main de Clarissa. Frère, ne me force pas. La volonté est injuste. Si tu me prends tout, tu ne me laisses pas le choix. Poirot ne s'autorisa pas une réaction immédiate, il tria plutôt chaque feuille par date. La lettre de Clarissa datait d'à peine 3 semaines. Il emballa soigneusement tout et se retira à la bibliothèque où, à sa grande surprise,
Il trouva Clarissa déjà installée près du feu. « Avez-vous découvert autre chose, monsieur Poirot ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais avec un regard trop vif. « Un peu de tout, madame. Cette affaire a sa propre mélodie, parfois douce, parfois dissonante. Je me demande, par exemple, pourquoi on n'a jamais mentionné que votre frère prenait des médicaments sur ordonnance? Clarissa baissa les yeux. Il souffrait d'anxiété, de maux de tête. Le docteur Shaw lui a prescrit la dose idéale. Et saviez-vous que votre frère avait l'intention de réviser à nouveau le testament? Elle leva lentement les yeux. Vous parlez du changement en faveur d'Isobel? Je dis cela parce que j'ai trouvé une lettre de vous, madame, très directe. Étiez-vous prête à faire tout ce qu'il fallait? Clarissa se tendit. L'espace d'un instant, elle sembla vouloir parler, mais s'arrêta. Puis, à voix basse, « Je voulais juste que justice soit faite. Cette fille, elle n'est pas de son sang. » Et pourtant, il la traitait comme une héritière, tandis que moi, tu as été réduit à l'état d'invité dans ta propre maison. Elle ne répondit pas. Poirot baissa la tête. « Madame, je vous assure que je ne cherche pas à créer de scandale inutile. Mais lorsqu'un homme comme Alaric, si obsédé par l'ordre, meurt de façon apparemment naturelle dans une pièce close, après avoir laissé derrière lui des traces de conflit, on soupçonne que le chaos a été soigneusement orchestré. Et tu crois que je pense que ton frère savait que la vérité éclaterait d'elle-même, comme une note tenue trop longtemps. C'est pourquoi il a laissé des traces. Pas des preuves physiques, pas des traces psychologiques, le genre de traces qui ne s'effacent pas facilement. Cette nuit-là, Poirot écrivit dans son carnet « Clarissa, raison de la perte ». Rigby, critique réduite au silence. Shaw, fournisseur de bien plus que de simples conseils. Isobel, témoin qui ne sait pas ce qu'elle a vu. Hale, musicien sans partition. Et au centre, l'écho. Et ci-dessous, d'un trait ferme, le crime a été commis en silence, et seul un esprit musical saurait ajuster le moment précis. Poirot ferma doucement le carnet. Bien, les notes sont posées, le rythme est marqué. Bientôt, la vérité jouera son dernier accord. Chapitre 7. La variation que personne n'a entendue. À l'aube, le brouillard qui recouvrait le manoir de Litchfield s'était dissipé, mais pas l'opacité qui entourait la mort d'Alaric Montrose. Poirot, vêtu de son costume gris clair emblématique, descendit prendre son petit déjeuner avec une ponctualité suisse. La salle à manger était presque vide, à l'exception d'Isobel qui feuilletait silencieusement un livre de Rilke, les yeux fixés sur la même page depuis un moment. Mademoiselle la salua Poirot, assis en face d'elle. « Vous avez mal dormi, hein ?» Elle leva les yeux, surprise par la tendresse implicite dans le ton de son interlocuteur. « Comment savez-vous? Ta tasse de thé est intacte, mais tu l'as retournée 3 fois sur ta soucoupe. C'est ce qu'on fait quand on est agité. De plus, tu as souligné la même ligne 2 fois. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est assez révélateur, vous ne trouvez pas? Isobel détourna le regard. Monsieur Poirot, pensez-vous que mon oncle savait qu'il allait mourir? Je crois qu'il savait que quelqu'un voulait sa mort.
Et en compositeur méticuleux qu'il était, il a décidé d'écrire sa dernière œuvre avec des notes qui n'étaient pas sur la portée. Il a laissé des traces sur les papiers. Dans les gestes, dans les regards, et surtout, dans les non-dits. Et moi, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Votre silence, mademoiselle, est une forme de compassion. Mais même cela peut ressembler à de la complicité s'il n'est pas compris à temps. Isobel se mordit la lèvre. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Une conversation, la veille de sa mort. Mon oncle m'a invité dans son bureau. Il m'a demandé de lire un poème qu'il avait écrit. C'était étrange. Ça ne rimait pas, ça n'avait aucune forme, mais ça parlait de trahison, d'un foyer sans musique, d'une fin avec des notes volées. Et qu'as-tu fait? Il m'a demandé de le détruire, mais je ne l'ai pas fait. Il est caché entre les pages d'un volume de Chopin dans la bibliothèque. Poirot se leva immédiatement. « Mademoiselle, vous avez bien fait de nous le dire. Allez, on le récupère. » Dans la bibliothèque, le soleil matinal entrait timidement par les fenêtres. Isobel fouilla les étagères jusqu'à ce qu'elle trouve un volume usé avec la partition du Ballades de Chopin. Il en extraya un morceau de papier plié à l'écriture tremblante. Poirot le lut en silence. Ils m'ont volé mon accord d'ouverture. Ils me l'ont rendu transfiguré, comme un fils avec un autre nom de famille. La mort est la variation parfaite. Il ne fonctionne qu'une seule fois et le silence final est irréversible. Le détective laissa échapper un léger soupir, plus confessionnel que musical. Son oncle savait que quelqu'un le trahissait, mais il ne savait pas comment réagir. « Tu penses qu'il pensait qu'il le tuerait ? Je ne l'exclus pas. Mais plus encore, je pense qu'il craignait d'être symboliquement réduit au silence, sa musique altérée, son héritage instrumentalisé. » À ce moment-là, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. Daphné Rigby entra, un verre de Porto à la main, malgré l'heure. « Ah, te voilà! Tu cherches l'inspiration parmi les fantômes poussiéreux ?» Poirot s'approcha lentement d'elle. « Madame Rigby, vous avez écrit une lettre virulente à Alaric, et pourtant, il a accepté votre invitation. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il me regarde dans les yeux et sache que je n'avais pas cédé. Il savait qu'il avait détruit ma carrière, mais il avait besoin de moi, ne serait-ce que pour avoir quelqu'un avec qui se battre. Et tu pensais qu'il allait se racheter? Non. Mais je voulais voir comment sa symphonie se terminait. Je n'imaginais pas que ce serait littéral. Poirot la regarda fixement. « Tu as entendu la note cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Elle hésita pour la première fois. « Je l'ai entendue, oui, depuis la terrasse. J'ai cru à un accident. Mais ensuite, j'ai vu Conrad sortir par la galerie. Il avait une expression affolée. Quelle heure était-il? Quelques minutes après 10 heures. Le ciel grondait encore, mais il ne pleuvait pas. Poirot hocha la tête. C'était important? Très important. Merci, madame. Cela clarifie quelque chose d'essentiel. Daphné haussa un sourcil. Quoi exactement? Que le fa dièse n'était pas joué comme un signal. Il était joué comme une distraction. Plus tard, Poirot retourna dans sa chambre. Il s'assit, ouvrit son carnet et nota
La musique était jouée hors du temps. Conrad a été vu en train de partir avant la découverte. La note a été entendue. Mais personne n'a entendu qu'elle était jouée. Comment est-ce possible? Il n'y a qu'une seule réponse. C'était un enregistrement. Poirot se leva brusquement. Il traversa le couloir menant au studio d'enregistrement d'Alaric, adjacent à la salle de musique. Il avait été bouclé par la police, mais, grâce à un mot à l'inspecteur local, il put y accéder. À l'intérieur, dans la pénombre de la pièce insonorisée, il feuilleta les bobines. Et voilà, une cassette étiquetée d'un seul mot, F.A. Chouet Poirot, le plaça dans l'enregistreur et l'alluma, une note pure et solitaire, soutenue au-delà de sa tessiture naturelle. Un fa aigu, clair et froid, Poirot sourit, non pas de triomphe, mais avec certitude. Alors, le tueur voulait que la note serait entendue, mais je ne voulais pas être là quand cela arriverait. Parce que si la note était enregistrée, alors... La pièce était vide quand elle jouait. Et le crime avait déjà été commis. Chapitre 8. Le temps décomposé. La révélation de la bande marqua un changement silencieux, mais irréversible dans l'issue de l'affaire. Poirot, avec son sang-froid habituel, ne se précipita pas dans les couloirs, ni n'éleva la voix. Au lieu de cela, il glissa simplement la bande étiquetée « Fax » dans sa serviette en cuir noir et quitta le studio d'enregistrement comme quelqu'un qui ramasse un clou par terre pour réparer une chaise qui a attendu des décennies. Dans le hall principal, il trouva Frobisher en train de réorganiser quelques portraits sur la cheminée. « Monsieur Frobisher, » dit Poirot, « j'ai besoin de confirmation. Monsieur Montrose avait-il l'habitude d'enregistrer ses compositions ?» Le majordome se retourna lentement. « Oui, monsieur. Il a installé cet équipement l'année dernière. Il disait que la mémoire était un traître et qu'il préférait se fier à la bande magnétique. Et qui d'autre avait accès à cette pièce? Juste lui. Et parfois, le jeune Hale, pour l'aider à régler le volume sonore. Même si ces derniers temps, on le lui avait interdit. Monsieur Montrose a déclaré que Conrad avait manipulé le ton des enregistrements, qu'il voulait moderniser même la fidélité du son. Poirot hocha légèrement la tête, satisfait. Puis, sans attendre, il invita tout le monde à se rassembler dans le salon bleu. En quelques minutes, Clarissa, Isobel, Conrad, le docteur Shaw et Daphné Rigby étaient assis en face de Poirot, leurs visages reflétant diverses formes de tension, anxiété, agacement, perplexité ou peur. Poirot marchait devant eux, les mains jointes derrière le dos. « Mes amis, le crime en question est sans aucun doute l'un des plus silencieux que j'ai jamais rencontrés. Et pourtant, il a été orchestré avec la précision d'une symphonie. Chaque battement, chaque silence, chaque pause. Calculé à la seconde près, Conrad Hale bougea sur son siège. « Suggérez-vous qu'il s'agit d'un meurtre? Vous n'avez encore rien prouvé. » « Ah, monsieur Hale, pas encore. Mais presque. Voyez-vous, le nœud de cette affaire est une note. » Une seule note? Le fa dièse. Celle entendue dans la salle, mais que personne n'a vue jouer. Celle qui a scellé définitivement la vie d'Alaric Montrose. Poirot s'inclina légèrement devant eux tous. Mais cette note n'était pas jouée par des doigts humains. Elle était reproduite à partir d'un enregistrement. Une bande contenant cette note unique, soutenue
et pur, placé dans le studio adjacent, activé par une minuterie. Ce que vous entendiez n'était pas de la musique live, c'était un écho préenregistré, un murmure parcourut la pièce. Qu'est-ce que ça prouve? Demanda Daphné Rigby. Ne pourrait-il pas s'agir d'une sorte de message artistique d'Alaric? Non, madame, parce que le minuteur n'a pas été programmé par lui. Il était programmé pour se déclencher quelques minutes après sa mort. Le véritable crime avait déjà été commis lorsque vous avez tous entendu le message. Poirot se tourna vers le docteur Shaw. « Docteur, vous avez indiqué qu'il n'y avait aucun signe de violence. Pourtant, un rapport toxicologique préliminaire, demandé au préalable par Poirot à la police locale, a révélé des traces d'éthylmorphine dans le verre de brandy. Non pas à une dose immédiatement mortelle, mais en association avec un anticoagulant que vous aviez prescrit. » Shaw se tendit. « C'est une accusation très grave. Sérieux, mais logique. Vous saviez quel médicament il prenait. Et vous saviez... » Quelle substance, à faible dose, pouvait provoquer une hémorragie cérébrale subtile, indétectable à l'œil nu? L'anévrisme, docteur, n'était pas spontané. Il était provoqué. Clarissa ferma les yeux, comme si cette révélation la libérait de quelque chose qu'elle avait peur de confirmer. Isobel, quant à elle, rompit le silence. Mais pourquoi? Pourquoi le docteur Shaw ferait-il une chose pareille? Poirot leva un doigt. « Ah, mais c'est la question la plus importante! Le mobile! Le médecin n'avait aucun mobile apparent, jusqu'à ce que nous trouvions d'une série de documents au fond de l'étui du violoncelle, dont un billet à ordre. M. Montrose a découvert que Shaw manipulait des factures médicales, facturant des traitements non administrés et vendant même des ordonnances. Il l'a confronté. Il allait le livrer aux autorités. Poirot s'approcha du médecin qui ne cachait plus la sueur sur son front. Et au lieu d'accepter sa chute, vous avez trouvé une solution. Vous l'avez tué silencieusement, sans violence, sans laisser de traces. Puis vous avez installé l'enregistrement pour créer un alibi audio. Vous avez fait croire que la mort avait eu lieu à un autre moment. Mais vous avez oublié une chose, monsieur. Poirot ouvrit son carnet et désigna une ligne. La bande était étiquetée en français, et feature, et non feature, comme cela serait écrit en notation anglaise. Seul quelqu'un ayant suivi une formation classique européenne, comme le docteur Shaw, formé en Suisse, aurait pu écrire cette note ainsi. Shaw, pâle comme du marbre, s'enfonça dans son siège. Personne ne parla. Finalement, d'une voix à peine audible, le médecin dit « Il m'a humilié. Il m'a fait chanter pendant des semaines. Je ne pouvais pas tout perdre. Pas encore. » Poirot hocha gravement la tête. « Le désespoir, monsieur, ne fait jamais de bonnes décisions. » La police fut appelée. Shaw n'opposa aucune résistance. Clarissa fondit en larmes. Isobel prit la main de Poirot, reconnaissante. Conrad, pour la première fois, resta silencieux. Ce soir-là, Poirot se retira dans le bureau de Montrose. Il alluma le gramophone. Il joua un morceau en fa dièse mineur. Une fausse note, placée juste à temps pour que tout paraisse harmonieux. Mais on ne peut tromper quelqu'un qui écoute avec son cœur, pas seulement avec ses oreilles. Il ferma les yeux et, pendant un instant, il entendit le dernier écho dans la pièce vide. Chapitre 9. L'héritage qui ne pouvait pas être volé. Avec l'arrestation du docteur Shaw, le manoir de Litchfield sombra dans un silence d'un autre genre.
Ce n'était plus le silence du non-dit, mais celui d'un commencement de compréhension. Comme si, après le dernier accord d'une symphonie, chaque membre de l'orchestre libérait le souffle qu'il avait retenu tout au long de la représentation. Poirot, cependant, ne considérait pas l'affaire comme close. Il avait appris que justice légale et justice émotionnelle se rencontraient rarement au sein d'un même personnel. Cet après-midi-là, il décida donc de parler seul à seul avec Isobel dans le jardin, où les feuilles dorées commençaient à tomber avec l'arrivée de l'automne. « Comment vous sentez-vous, mademoiselle ?» Comme si on m'avait enlevé un pansement que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié que je l'avais. Et pourtant, vous avez encore une question, dit Poirot en s'asseyant à côté d'elle sur le banc de pierre. Pourquoi? M'a-t-il tout légué? Pourquoi pas Clarissa? Pourquoi ne pas tout simplement tout dissoudre et faire don de ses œuvres? Poirot prit sa canne, la plaça doucement entre ses genoux et répondit d'une voix calme. Parce que ton oncle était un homme à l'ego démesuré et, en même temps, d'un amour profond. Son héritage musical n'était pas seulement artistique, c'était une déclaration. Il ne voyait pas en toi un héritier du sang, mais de la sensibilité. Il craignait que Clarissa, dans son ressentiment, et Conrad, dans son ambition, ne détruisent l'ordre qu'il avait bâti. Isobel baissa les yeux. Et « Si je n'en étais pas digne ?» Ah, mademoiselle, l'humilité est un signe de mérite plus puissant que la vanité. Votre hésitation montre que vous êtes mieux préparé que vous ne le pensez. Mais tu penses que mon oncle savait que Shaw essaierait de le tuer? Je crois qu'il s'en doutait. C'est pourquoi il a laissé des traces, comme des miettes de pain, pour un esprit qui a su les assembler. Son poème, son carnet, la partition inachevée, même l'enregistrement. Ce n'étaient pas de simples avertissements, c'étaient des appels. À l'aide déguisée en structure. Isobel resta silencieuse un instant. Il avait l'habitude de dire que la vérité vient toujours à la troisième mesure. Et il avait raison. Un mensonge peut maintenir le premier temps, et le doute le deuxième. Mais le troisième temps, ah, c'est toujours là que le déséquilibre se crée. Et c'est là que les petites cellules grises trouvent leur harmonie. Ce soir-là, Poirot invita tous les résidents et associés du manoir à se réunir une dernière fois dans la salle de musique. L'atmosphère était plus légère, mais chargée d'une introspection presque rituelle. Clarissa, encore sous le choc de la révélation, de la lettre qu'elle avait écrite et qui avait été dévoilée, restait distante. Conrad Hale évitait le regard de tous. Daphné Rigby sirotait du vin, comme si la douce musique de la pièce valait mieux que n'importe quelle symphonie. Poirot parla debout, son expression sérieuse, mais pas dure. Le crime a été résolu. Mes amis, mais ces échos persistent dans cette maison. C'est pourquoi je veux que vous entendiez quelque chose. Quelque chose qui ne soit ni une preuve, ni un indice, mais un adieu. Il s'est dirigé vers le magnétophone, a inséré une autre bobine étiquetée par lui-même comme adagio final. Et j'ai appuyé sur « Play ». Une mélodie lente, en fa dièse mineur, commença à emplir la pièce. Mais ce n'était pas l'œuvre d'Alaric, c'était un mélange. Une partie de sa pièce inachevée. Une partie de la reconstruction de Poirot à l'aide d'une partition annotée par Isobel. La musique parlait d'elle-même,
Elle commençait avec tension, avec des notes qui ne se résolvaient pas, puis évoluait lentement vers une harmonie qui n'était pas douce, mais vraie. Une résolution sobre et honnête. Quand il eut fini, Poirot dit « La musique peut servir à mentir, comme ce fut le cas la nuit de la mort de son auteur. Mais elle peut aussi purifier le faux et révéler l'authentique. Ce morceau représente non seulement ce qu'Alaric a laissé inachevé, mais aussi ce qu'il vous a confié sans le savoir. » Clarissa pleura en silence. Conrad Hale, visiblement ému, se leva et partit sans un mot. Daphné, pour la première fois, garda le silence. Plus tard, Poirot préparait sa valise. Isobel le retrouva dans le hall. « Ce marcha, monsieur ?»« Oui, mademoiselle. Mon travail ici est terminé. Mais le vôtre ne fait que commencer, elle. Lui a offert une petite boîte. J'ai trouvé ça au fond de l'étagère du bureau. Ce n'est pas important, juste un vieux bâton. » Poirot l'a pris avec un sourire. Une baguette brisée ne peut plus diriger les orchestres, mais elle préserve la forme du geste, comme la mémoire. Quand elle est fidèle, il s'inclina. « Au revoir, mademoiselle. Que votre musique ne soit pas seulement un héritage, mais un choix. » Et sur ce, Hercule Poirot, l'homme aux cellules grises, infatigable, quitta le manoir de Litchfield, laissant derrière lui une symphonie qui avait enfin atteint son accord final. Chapitre 10. Le silence qui disait la vérité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Hercule Poirot avait quitté le manoir de Litchfield. Les feuilles d'automne tombaient patiemment dans le jardin, comme si la maison respirait enfin un air nouveau, plus pur et plus léger. Pourtant, les conséquences du crime résonnaient encore, non pas comme des cris, mais comme des échos, doux, persistants et difficiles à ignorer. Isobel Vane avait décidé de rester. Non pas que l'héritage l'attirait, d'ailleurs, elle n'avait même pas encore touché au compte, mais parce qu'elle se sentait redevable envers l'histoire qu'on lui avait léguée. Elle passait des heures dans le bureau de l'aile ouest, à trier des partitions, à cataloguer des manuscrits, à écouter les enregistrements inachevés que son parrain lui avait laissés. Certains n'étaient que des fragments de gamme. D'autres étaient des souvenirs vivaces, de brefs mémos vocaux dans lesquels Alaric murmurait des idées, corrigeait des structures, riait de ses propres erreurs. L'un de ces enregistrements a changé quelque chose, pour toujours. Isobel. Si tu entends ça, je suppose que je suis parti. Ne prends pas ça trop au sérieux. Je veux juste te dire que j'ai toujours été un homme têtu, égocentrique et complexe. Mais aussi quelqu'un qui croyait que l'art ne devait pas mourir entre de mauvaises mains. Si tu es là, c'est que je n'ai pas complètement échoué. Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas pu te donner. Et merci pour ce que tu n'as jamais demandé. Isobel ne pleura pas en l'entendant. Mais elle ferma les yeux et laissa le silence qui suivit parler de lui-même. Clarissa Montrose, quant à elle, s'était retirée dans l'aile sud de la maison. Depuis qu'elle avait avoué sa lettre de menace et son exclusion inattendue du testament, elle avait adopté une attitude résignée, presque monacale. Elle n'avait plus jamais touché au piano. Elle n'avait pas non plus échangé un mot avec Conrad Hale. Bien qu'elle n'ait pas été complice du crime, quelque chose dans son expression suggérait qu'elle portait en elle un sentiment de culpabilité, même si celui-ci n'était pas punissable par la loi.
Un après-midi, Isobel la trouva assise dans la serre, caressant doucement les feuilles d'une fougère. « Tu veux quelque chose, tante Clarissa ?» ?»« Juste une ombre, c'est la seule chose qui ne pèse rien. Il m'a laissé une lettre. Elle ne parlait pas de toi, mais elle parlait du pardon. » Clarissa soupira. Elle avait raison de ne pas me confier sa faim. Et pourtant, n'est-ce pas Aussi un acte d'amour que de laisser quelqu'un à l'écart de sa ruine, ou peut-être par peur, répondit Isobel sans dureté. Peut-être, acquiesça Clarissa, puis ajouta doucement. On t'a déjà dit que tu avais son ton. Quand tu parles, c'est sec. Mais quand tu écoutes, c'est comme si tu affinais tout ce que tu entends. Isobel ne répondit pas, mais elle s'assit à côté de lui. Daphné Rigby fut la seule à partir. Un jour, elle ne descendit tout simplement pas prendre son petit déjeuner. Frobisher rapporta qu'elle était partie par le premier train pour Londres, laissant un bref mot. « Je ne suis pas fait pour les maisons où l'écho est plus éloquent que les gens. » Personne ne l'a arrêté. Quant à Conrad Hale, sa présence dans la maison devint de plus en plus fantomatique. Il cessa de composer. La nuit, on le voyait déambuler seul dans les couloirs. Une semaine plus tard, il partit à son tour, emportant avec lui une boîte de carnets, des disques et une expression vide. C'est Frobisher qui, en fermant sa chambre, trouva une note qui disait « La musique ne m'obéit plus. Peut-être qu'elle ne m'a jamais obéi. » Par un après-midi nuageux, une lettre arriva de Belgique. Isobel la reconnut immédiatement. L'enveloppe, l'écriture, les marges soignées. Elle venait de Poirot. « Mademoiselle, j'ai beaucoup pensé à toi et à ton nouveau rôle de gardien d'un héritage qui est à la fois une énigme et une blessure. Justice a été rendue selon les lois des hommes. Mais la justice de l'âme exige plus que cela. La compassion. Toi qui as su te taire sans te cacher et écouter sans juger, tu es le seul à pouvoir clore cette partition sans trahir ton esprit. Je vous envoie, avec cette lettre, une copie reconstituée de la dernière œuvre inachevée de votre oncle, basée sur ses notes, enregistrements et structures. Elle est à vous maintenant. Considérez-le comme un miroir. Ton ami toujours, Hercule Poirot. Accompagnant la lettre, une partition impeccablement copiée. Suite pour une héritière inattendue en fa dièse mineur. Isobel le posa sur le pupitre du salon, devant le piano resté silencieux depuis si longtemps. Elle s'assit, ferma les yeux et joua la première note. Fa dièse. Ce n'était pas parfait, mais c'était le sien, et c'était nouveau. À Litchfield Mansion, pour la première fois depuis la mort d'Alaric Montrose, la musique était à nouveau vivante, épilogue, la note qui n'a jamais été écrite. 3 mois après les événements de Litchfield Manor, l'hiver commençait à s'abattre sur Bruxelles, enveloppant les rues pavées d'une douceur glacée que Poirot trouvait toujours agréable. Il était assis dans son appartement près du parc de Bruxelles, plongé dans l'ordre et le silence, seulement bercé par le subtil arôme du café fraîchement moulu et par la sonnerie précise de 9 heures. Sur sa table, en noyer, se trouvait une lettre non ouverte provenant d'un expéditeur familier, et Yvain, l'enveloppe, soigneusement scellée, était accompagnée d'un petit paquet enveloppé dans du papier à musique. Poirot coupa le bord avec son canif et en extraya le contenu. « Cher monsieur Poirot,
Je sais que vous n'acceptez généralement pas une gratitude prolongée, mais permettez-moi au moins ce bref mot. Cela fait des semaines que j'ai recommencé à jouer sans crainte, non pas grâce à mon talent, qui reste modeste, mais parce que je comprends maintenant ce que signifie jouer sur un instrument dont le silence ne menace plus. J'ai reconstitué la suite de mon parrain, mais je ne l'ai pas encore signée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore entièrement à moi. Cependant, je veux qu'il ait cet exemplaire. Il est imparfait, mais honnête. Vous y trouverez également quelque chose que vous, plus que quiconque, apprécierez. Il m'a fallu des semaines pour décider si je devais l'envoyer. J'ai finalement compris que la vérité ne devait pas être conservée comme une relique, mais plutôt partagée comme une leçon. Avec gratitude, Isobel. Poirot ouvrit le petit paquet. À l'intérieur, il trouva une partition reliée en cuir sombre, suite pour une héritière inattendue, version définitive. Sur la dernière page, écrite au crayon dans un coin, une ligne, composée par Alaric Montrose, complétée par Isobel Vane, corrigée d'après nature. Et à côté, un autre document, un manuscrit détérioré. C'était une confession, signée par Alaric Montrose, datée de 2 jours seulement avant sa mort. Il exprimait sans détour sa peur, non pas de la mort, mais de l'oubli. Il révélait avoir découvert la tromperie de Shaw, mais aussi ses propres manipulations émotionnelles, avec Clarissa et Conrad. « J'ai créé un théâtre, disait-il. J'ai accordé les gens, comme des notes. Le crime que je crains n'est pas que quelqu'un me tue. C'est que j'ai peut-être tué quelque chose en eux bien avant. » Poirot referma le document, le posa sur la table et fixa la vitre embuée. Son reflet, déformé par l'humidité, semblait lui poser une question. « Alors, c'était tout cela, un enseigne au final que Nadi Kisotokar, murmura-t-il. Il se leva et mit un disque sur le gramophone. Pas la suite, pas cette fois. Un morceau simple. Le gymnopédie Néroin par Éric Satie. Une mélodie faite de pauses et d'espaces entre les notes. Tandis que la musique s'écoulait, Poirot songea que la vérité survenait rarement comme une révélation. Parfois, elle surgissait comme une note qui ne collait pas, comme une erreur intentionnelle, comme une pause placée au mauvais endroit, non pas pour gâcher la musique, mais pour vous forcer à l'écouter différemment. Avec un demi-sourire, Poirot s'installa dans son fauteuil. Si, Avès, le silence parle plus que 1000 mots, et laissez la musique parler pour tout le monde. Chapitre 11. La lettre sur le pupitre vide. Par un après-midi inhabituellement doux pour un début, décembre, un facteur rural descendait la colline du Sussex en direction de Litchfield Manor, une seule enveloppe dans son sac. C'était du papier épais, couleur ivoire, au bord légèrement effiloché, comme si elle avait attendu des semaines avant d'être postée. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Isobel Vane l'a reçue avec un mélange de curiosité et de prudence. Depuis le crime et tout ce qui avait suivi, le flux de correspondance s'était réduit au strict nécessaire. Mais quelque chose dans la texture de l'enveloppe et le fait qu'elle lui était adressée d'une écriture familière la fit frémir. Il monta dans l'ancienne salle de musique, celle-là même où il était revenu pour pratiquer la suite, en fa dièse mineur, et là, à côté du pupitre vide, il brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre et une partition pliée. La lettre disait
Mademoiselle, ce n'est pas moi qui ai tué ton parrain, mais ta musique, si Alaric n'est pas mort d'empoisonnement ou de trahison, mais de quelque chose d'indéfinissable, la menace d'être oublié. Je n'étais que la main qui a frappé une note avant le silence. C. Isobel laissa tomber la lettre. Elle la signa C avec une écriture qui ne pouvait être que celle de Conrad Hale. La partition qui l'accompagnait était brève, une seule page intitulée Fantaisie pour le temps inversé. Tout commençait sur un FA dièse, mais il descendait au lieu de monter. Chaque mesure était écrite en inversion harmonique. La structure était un miroir, et non une séquence. Comme si chaque note reculait vers une origine impossible. Isobel sentit quelque chose se fissurer doucement en elle. Était-ce un aveu, une provocation, une vérité alternative? Ou peut-être, pensa-t-elle avec horreur, un nouveau mensonge, composé avec le même talent qui l'avait rendu capable de manipuler les sons et les émotions. Cette nuit-là, il écrit à Hercule Poirot. « Monsieur, j'ai reçu une lettre. Je ne peux pas dire qu'elle soit criminelle, mais elle est certainement dérangeante. Monsieur Hale n'a pas complètement disparu. Et apparemment, pas complètement de la partition non plus. Est-il possible de se confesser non par culpabilité, mais par nostalgie, par amour-propre, par vanité, ou par besoin de continuer à jouer une note qui n'existe pas? Toujours à toi, Yves. Dans son appartement bruxellois, Poirot le lut en silence. Il ne sourit pas, mais ferma les yeux un long moment, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Puis il écrivit 2 lignes dans son carnet. La vérité a été résolue, mais la musique n'est jamais complètement, et, ci-dessous, sans pause. Peut-être n'y a-t-il pas d'écho final, seulement une résonance encore non résolue. Chapitre 12. L'homme qui a disparu du pentagramme. Cet hiver-là devint encore plus calme au manoir de Litchfield. La lettre de Conrad Hale, reçue des semaines après la résolution du crime, avait laissé Isobel avec une inquiétude qui ne se dissipa pas au fil des jours. La musique n'était plus seulement un moyen de catharsis ou de souvenir, elle était devenue une énigme, un spectre qui hantait encore les pièces et les couloirs de la maison. À 5 heures, par un après-midi venteux, alors qu'elle organisait une nouvelle section des archives de partition, Isobel entendit quelque chose d'impossible. Une note en fa dièse résonna au loin, pas dans sa tête, pas depuis le piano, mais depuis la salle d'enregistrement. L'endroit était fermé depuis le départ de Poirot. Personne n'y avait touché. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle ne trouva rien d'autre que la bobine de la cassette qui tournait toute seule, comme si elle venait d'être activée. La cassette n'avait pas d'étiquette. Lorsqu'elle l'arrêta, Isobel vit qu'elle avait été remplacée par une nouvelle. Une cassette qui n'était pas là auparavant. En tremblant, il le remit en place et le laissa fonctionner. Une voix s'éleva. Une voix claire, masculine et vivante. Si tu entends ça, Isobel, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Parce qu'il y avait encore une note que je voulais laisser flotter dans l'air. C'était la voix de Conrad Hale. J'étais à Vienne. Non, pas en cachette, en observation, en train d'essayer de composer quelque chose qui ne me ressemble pas. Mais je me suis retrouvé à revenir à tes accords, à leurs règles, à leur ombre. C'est impossible.
Alaric vit dans chaque phrase que j'essaie d'oublier. Alors j'ai décidé ceci, je ne composerai plus, pas avant de comprendre quelle note m'a échappé. Pause. Puis, une autre phrase chargée d'ambiguïté. J'ai laissé une dernière variation. Elle est cachée là où il n'aurait jamais cherché, parmi les pièces qu'il méprisait. Trouve-la si tu veux connaître ma vérité. Ou détruis-la si tu préfères préserver la sienne. L'enregistrement s'est arrêté avec un léger clic. Isobel hésitait entre rire et pleurer. Elle resta là, immobile, pendant quelques minutes. Puis, elle descendit à la bibliothèque et chercha le catalogue personnel d'Alaric Montrose. Dans la section intitulée « Fragments rejetés », j'ai trouvé une sous-section intitulée « Exercices pour débutants inutiles ». Là, parmi les feuilles éparpillées, se trouvait une partition manuscrite d'une écriture qui n'était ni celle d'Alaric, ni la sienne. C'était celle de Conrad, signée de ses initiales. La date, juste une semaine avant le crime. Le titre, Fugue en sol mineur sur un thème volé. Isobel sentit le froid lui parcourir l'échine. L'œuvre était achevée. Une fugue techniquement impeccable, mais quelque chose dans la progression était erratique, comme s'il existait un code. En analysant la mesure 17, il remarqua quelque chose d'anormal. Les notes correspondaient aux lettres de son nom, Isobel, convertie en notation musicale, I, B, S, G, O, A bémol, B, B bémol, E, E, L, A. Un hommage? Un avertissement. Au bas de la page, dans la marge inférieure, était écrit en latin « Et le chant des ténèbres résonnera dans ton cœur. » Et que le chant des ombres résonne dans ton cœur. Isobel se leva lentement. Elle alla au bureau, prit du papier et de l'encre et commença à écrire. Cette fois, non pas à Poirot, mais à elle-même. Conrad n'a jamais été le meurtrier, mais il voulait être l'écho. Et maintenant, cet écho ne réclame pas justice, mais un conte. Et si cette histoire n'était pas encore terminée? Il s'est arrêté. Et s'il ne le faisait jamais, chuchoter. Cette nuit-là, il a stocké la fuite dans une boîte fermée, l'a verrouillée et l'a étiquetée comme « Ne jouez pas jusqu'à nouvel ordre ». Puis, il éteignit les lumières. Il laissa la maison sombrer dans le silence. Mais juste avant de fermer la porte de la salle de musique, il entendit une dernière note suspendue dans l'air. Cela ne venait pas du piano. Cela vient de sa mémoire, et c'était en fa dièse, chapitre final. L'accord caché. Une semaine après le mystérieux message de Conrad Hall et la découverte du fugue en sol mineur sur un thème volé, Isobel Vane prit une décision. Elle avait besoin de réponses. Elle ne pouvait rester l'interprète passive d'une histoire qui semblait encore en cours d'écriture. Elle écrivit donc une lettre ferme, adressée au seul homme capable de transformer la musique en vérité. 3 jours plus tard, Hercule Poirot arrivait à la gare de Brighton avec un manteau impeccable, sa valise en cuir et un visage entre l'attente et la résignation. « Mademoiselle Isobel ne m'appelle jamais par simple nostalgie », marmonna-t-il en descendant du train. « Non, non, il y a autre chose, quelque chose qui résonne encore. » Il fut reçu à Lichfield avec une chaleur discrète. L'atmosphère du manoir avait changé. Toujours solennelle, mais moins oppressante. Isobel le conduisit directement au bureau où la partition de la fugue de Conrad était posée sur la table,
à côté d'un exemplaire du catalogue original d'Alaric. Poirot l'observa attentivement pendant des minutes. Il ne parla pas. Il se contenta de feuilleter la partition, marquant du doigt les notes 17, 24, puis 33. Chacune correspondait à des séquences de notes qui, une fois traduites, s'écrivaient I-S-O-B-E-L. Très subtil, murmura Poirot. Oui, il ne voulait pas cacher la dédicace. Il voulait que vous la trouviez après, mais le plus important n'est pas son nom. Non? Poirot prit le carnet d'Alaric Montrose, celui-là même où le compositeur avait consigné ses observations sur les habitants de la maison. Il l'ouvrit et découvrit une page presque oubliée où apparaissait une note à peine griffonnée. « Hall m'a trahi. Pas à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a écrit. » Son parrain n'accusait pas Hale de vouloir sa fortune, expliqua Poirot. Il l'accusait de ce qu'il considérait comme un péché encore plus grave. Imitez-le, voler leur style, Compromettre leur pureté musicale par un écho imparfait. Poirot s'est mis au piano. « Laissez-moi vous montrer quelque chose, mademoiselle. Cette fugue est basée sur une pièce d'Alaric qu'il n'a jamais publiée. Fantaisie pour des funérailles. en ré mineur. Écoutez le thème principal. Il a joué lentement les notes d'ouverture. Écoutez maintenant la première partie de l'évasion de Hale. Il les joua. Elles étaient presque identiques, mais avec une inversion de ton et un subtil Changement de tonalité, à peine perceptible pour une oreille non avertie. Poirot leva les mains du clavier. Conrad ne s'est pas contenté de rendre hommage. Il a voulu réécrire, et ce faisant, il a tué quelque chose de plus sacré que la vie pour son oncle. Isobel hocha lentement la tête. Et la lettre? Le message enregistré? Une provocation, un acte de pouvoir ultime. Acte de... Il n'a pas tué Alaric, mais en vous provoquant à croire qu'il en était capable, il a réussi à prendre part à l'acte final. Dans le dernier écho, Poirot se dirigea vers la fenêtre. Ce qui me le confirme, c'est une observation oubliée. Alaric méprisait les jeux de miroir et pourtant, cette évasion est exactement cela, une image inversée. Un crime artistique, mademoiselle, mais un crime quand même. Et que proposez-vous? Rien de légal. Il n'y a pas de crime punissable. Mais il y a la vérité. Vous devez décider si cette fuite doit être interprétée ou non, si elle doit faire partie de l'héritage ou être enterrée avec ses ombres. Isobel regarda la partition une dernière fois. Puis, d'un geste déterminé, elle la glissa dans une chemise noire. Elle l'intitula « Non destiné à une représentation publique », réservé à l'étude personnelle. Poirot s'inclina légèrement. Une décision digne de votre intelligence et de votre sensibilité. En quittant la pièce, il s'arrêta devant le portrait d'Alaric Montrose dans le couloir. Il contempla son visage fier, distant, impénétrable. « Vous voyez, monsieur » murmura-t-il. « Sa symphonie est terminée. Mais comme toute grande œuvre, elle a laissé une coda. » Cette nuit-là, avant de partir, Poirot s'est mis au piano. Une dernière fois, il a joué une seule note Fa dièse. Et puis, plus rien, rien.